Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur le décryptage. À 8 mois de l'élection présidentielle au Bénin, les tractations s'enchaînent au sein de la classe politique au niveau de la mouvance. Les choses se précisent davantage avec, et bien sûr, les appels à candidature des sympathisants et partisans du président au pouvoir, Patrice Talon, à qui donc le peuple demande, bien sûr, de briguer un second mandat. Mais au sein de l'opposition, la stratégie est encore plus muette. L'opposition est-elle réduite au silence? Est-ce qu'elle tarde à se réveiller pour la prochaine présidentielle? Voilà donc la préoccupation que nous allons aborder sur ce plateau du décryptage, bien sûr, présidentiel 2021 au Bénin. Que dit des tractations au sein de la classe politique avec un acteur politique, mais également analyste politique, M. Nassirou Kakpo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Installez-vous. Merci. Monsieur Nassirou Kakpo, vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste, c'est bien cela. Vous êtes spécialiste du management des projets des organisations, ancien conseiller communal de Koulekamin, président de la commission des affaires sociales et culturelles, actuellement directeur de la réglementation, du suivi et de l'évaluation au ministère des petites et moyennes entreprises, la promotion de l'emploi. Encore une fois, bienvenue sur le plateau du décryptage. Merci, monsieur le journaliste. Alors, on va aller pas à pas. Ce que nous observons au sein de la classe politique à 8 mois de l'élection présidentielle, pendant que certains pensent qu'il faut affiner les stratégies très tôt au sein de l'opposition. On le dit ainsi parce qu'on ne sent pas beaucoup de mouvements qu'au niveau de la mouvance. Alors, que dites-vous du fonctionnement ou de la configuration de la classe politique à 8 mois de cette présidentielle? Non, mais il faut dire, monsieur le journaliste, que la classe politique au Bénin est bipolarisée. Est bipolarisée. Vous avez l'opposition, vous avez la mouvance. Mais les deux camps n'ont pas les mêmes stratégies. Parce qu'ils ne pouvaient même pas en être autrement, parce que la mouvance est au pouvoir. On va chercher à maintenir. Le pouvoir. L'autre va chercher à conquérir. Et c'est deux choses différentes. Donc chacun a sa stratégie. Les gens qui sont là, c'est-à-dire la mouvance, qui va chercher à utiliser les moyens, parce que cette mouvance-là a déjà participé à plusieurs élections. Tout à fait. Au moment où l'opposition n'avait pas participé à certaines... Disons, même les dernières élections communales, l'opposition, dans sa globalité, n'a pas participé à ces élections. Donc, ils n'auront pas à utiliser la même stratégie que ceux qui ont déjà participé. Ils ont déjà mouillé plusieurs fois le maillot. C'est pourquoi il y a cette différence-là qu'on sent sur le terrain. Alors, quand on va pas à pas, on prend la mouvance. On voit à peu près aujourd'hui les mouvements au sein de la mouvance. On suscite la candidature de Patrice Talon. On souhaite voir Patrice Talon briguer un second mandat. Pour le moment, les débats se résument à cela aujourd'hui. Bon, moi, je pense que par rapport au mouvement pour susciter la candidature de X et de Y, c'est révolu. C'est révolu en ce sens que aujourd'hui, les mouvements politiques n'ont plus assez de statut juridique. Avec la nouvelle réforme, c'est-à-dire la charte des partis politiques et la constitution, parce que c'est des packages qui disent aujourd'hui que l'animation de la vie politique se fait par les partis politiques. Or, les mouvements vont représenter quoi? Alors que les mêmes personnes qui sont membres des mouvements, c'est les mêmes personnes qui sont membres des partis politiques. Comment ça va se faire? Si, par exemple, au Bénin, nous avions adopté des lois qui permettaient aux mouvements, des mouvements qui sont régis par l'association, par la loi de 1901, alors que les partis politiques sont régis par la Constitution et par la charte des partis, on pouvait, s'ils avaient participé à des élections données, on pouvait les appeler, les inviter dans ce débat. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé. Ça dit que ces mouvements, en fait, ces réactions ou les manifestations ou les sorties de ces mouvements ne sont pas juridiquement fondées? Non, parce qu'il y a un problème. Vous voyez,
les mouvements qui se créent aujourd'hui, normalement, ça doit être des mouvements à l'intérieur, c'est des courants politiques à l'intérieur des partis politiques. Parce que désormais, les partis politiques ont un rôle capital à jouer pour les élections présidentielles. On peut susciter 1000 mouvements, peut susciter la candidature de quelqu'un qui ne pourra pas être candidat faute de parrainage. Tout à fait. Tout à fait. En ce moment-là, on se demande, mais pourquoi les gens s'acharnent à le faire? Est-ce que c'est le chômage politique? Est-ce que c'est le chômage politique? Pourquoi le chômage politique peut amener à cela? Oui. Parce que les gens, la nature a horreur de vide. Les partis politiques ne disent rien pour le moment. Mais les débats se mènent. Les gens se voient que peut-être s'ils ne commencent pas à agir maintenant, ce sont les autres, peut-être les aînés, qui vont les devancer et qui vont prendre leur place et qui vont dire la loi à leur place. Au sein de la mouvance, nous avons deux grands partis. Et puis d'autres partis satellites, je le dis ainsi, Moël Bénin, l'UDBN, le PRD, le reste. Mais pourquoi au sein de ces partis alors, ces partis tardent à sortir, à dire, à dire un mot sur ces mouvements de suscitation et laisse la place aux mouvements qui... Voilà, c'est ça l'incongruité. Normalement, les partis politiques, c'est eux qui doivent animer la vie politique. Quel serait peut-être le rôle de chacun dans chaque cadre? Il y a des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée, d'autres n'en ont pas. Il y a des partis politiques qui ont des maires, d'autres n'en ont pas. Donc, lorsque c'est les maires et les députés qui doivent parrainer la candidature de quelqu'un de X ou de Y, ça veut dire que les autres qui ne sont pas représentés à ces deux niveaux, eux, ils doivent adopter autre politique. La stratégie serait peut-être d'aller négocier, de commencer par négocier dans les états-majors, avec les états-majors, pour que ce qu'ils disent, les gens puissent les écouter. Si toi, tu prends la décision et tu viens t'afficher à la télé et que le parti qui doit décider de la chose va te suivre, souvent c'est difficile. Parce que même l'organisation pratique de la chose au niveau sur le terrain est difficile à faire. Vous voyez, lorsque sur un même territoire, vous avez un président de mouvement qui est en même temps membre d'un bureau peut-être de la jeunesse d'un parti. Les deux peuvent dire la même chose. Lorsque le candidat va vouloir, par exemple, mettre des moyens techniques et même financiers à la disposition d'un groupe, il ne peut pas aller remettre ça, il ne peut pas laisser le parti qui, à un moment donné, prend sa responsabilité pour dire c'est mon candidat et mes éléments doivent voter ou bien parrainer celui-là pour aller donner les moyens au mouvement. Mais si un parti politique, à l'intérieur d'un parti politique, les mouvements se créent et ça se divise. Il peut arriver même que à l'intérieur d'un parti politique, les mouvements se créent et ne disent même pas la même chose. Le débat devait se mener, et je suis d'accord avec ça. Donc le débat devait se mener à l'intérieur des partis politiques. Avec les organisations de masse des partis politiques, avec les organes du parti, c'est-à-dire, on peut dire les sessions, les sous-sessions, le collectif des enseignants, le collectif des femmes, des jeunes. Le débat va se faire à l'intérieur et non médiatisé. Et ça va permettre aux dirigeants de ce parti d'avoir une orientation claire de leur base. Mais ici, maintenant, la base se lève, peut-être donne un nom de mouvement, des mouvements qui ne sont même pas enregistrés nulle part, et que d'ailleurs on ne peut même pas les enregistrer, et qui se lèvent. Moi, je dis quelque chose. Si quelqu'un doit être élu demain, ce ne sont pas ces mouvements qui suscitent simplement la candidature de X, Y, qui vont faire que le président de la République sera élu. Parce que vous pouvez, je l'ai dit tantôt au niveau de l'introduction, 1000 mouvements peuvent demander à soutenir ou bien peut susciter la candidature de quelqu'un et il ne va pas retrouver le quorum
de parrainage. Oui, parrainage. Alors, mais vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste. Oui. Je vous pose la question, comme on a eu l'occasion d'écouter plusieurs acteurs l'actu aussi, a-t-on besoin de susciter la candidature du président Patrice Talon? Bon, c'est ça, je l'ai répondu en tant que jeune, en tant que politicien depuis un certain moment. Je me demande si on revient à susciter les candidatures de quelqu'un qui vraiment doit prendre, est le numéro 1 de l'équipe, qui va être le numéro 1 de l'équipe. Ça veut dire qu'on revient encore en arrière. La charte n'a pas joué alors son rôle. Lorsque nous prenons la charte, si on prend la genèse même de cette charte, quels sont les contextes et même le diagnostic qui a mené à ce changement, on voit qu'il y a, comme on dit, il y a pléthore de candidatures. De candidatures pour les présidentielles et qu'on n'a pas assez de vision pour le développement d'un petit pays comme le Bénin. On dit il y a 200 partis politiques qui ont des visions différentes. A-t-on besoin de 200 visions pour ce petit pays? Et on a dit aussi qu'il y a des partis politiques qui sont des partis politiques régionaux. Tout à fait. Nous avons dit aussi que dans le diagnostic qu'il y a des partis politiques qui sont trop collés à la personne de leur président, qui font tout, qui financent, c'est eux qui mettent la main à la poche. Avec ce diagnostic-là, nous avons sorti une charte qui répond vraiment à qui est une ordonnance à ce diagnostic. Qui apporte des solutions à ce diagnostic. Mais on doit respecter. Moi, je ne comprends pas le génie béninois. J'ai comme impression que le génie béninois, voilà, c'est lui qui accepte le diagnostic du docteur, mais qui rejette l'ordonnance. C'est pas possible. Quand est-ce qu'il aura alors la guérison? Donc, la charte est venue pour corriger un certain nombre de choses. Quelqu'un qui vient être candidat, il exprime sa volonté. Je veux. Je veux. Parce que ne considérons pas le cas particulier peut-être des élections de 2021 où c'est les premières élections où on doit appliquer et la charte, les premières élections présidentielles où la nouvelle charte et la nouvelle constitution avec le nouveau code seront appliqués. C'est un cas particulier. Mais quand on évolue et que c'est d'autres personnes, à supposer que 7 partis politiques sont représentés à l'Assemblée. Et peut-être 8 partis politiques ont des élus communaux et qui ont des maires. Le débat ne va pas être la même chose. C'est ça. C'est pourquoi celui qui vient diriger le pays, c'est lui qui exprime sa volonté de continuer. C'est vrai qu'il y a des démarches qu'on peut faire. Parallèlement ou dans les coulisses, allez le voir, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie? Mais le président, son souhait, c'est un mandat unique qu'il avait exprimé. On peut pas le dire parce que je pense... non, mais il a exprimé, lui-même il a exprimé en août 2016. Et il est revenu là-dessus. En 2017, pas totalement, il disait qu'il allait aviser. Non, il est allé plus loin. Il a dit que ce diagnostic qu'il a eu à faire en disant que le mandat unique, mandat de 5 ans, que c'est bon pour quelqu'un qui doit diriger le pays et qui doit faire les grandes réformes, n'est pas rattaché à sa personne, qui ne le disait pas, parce qu'il se dit que lui, il a des tares, que lui, il serait un mauvais président s'il arrivait à avoir le deuxième mandat. Il a dit clairement. Donc, il a fermé cette parenthèse. Donc, aviser ou qu'il soit candidat, moi je sais que ce n'est pas les mouvements, mais il a son dernier mot à dire. Tout à fait. Il n'a pas encore parlé. J'ai constaté que sur des réseaux sociaux, ça s'anime et puis on dit il n'a qu'à respecter, il n'a qu'à respecter la parole. Mais pourquoi? S'il y a des paroles à respecter, c'est peut-être dire aux Béninois de l'aider à terminer et à faire le bilan et de voir s'il est encore capable de continuer le développement. Oui, le développement ou de continuer ce sacrifice.
Parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Très bien. Alors, la situation bien décrite et bien analysée au sein de la mouvance présidentielle, mais au sein de l'opposition, qu'on ne sent pas beaucoup sur le terrain. Oui, mais écoutez, l'opposition a été toujours opposition. Si vous prenez l'histoire du pays, l'histoire à partir de 90 juste, hein, je n'ai pas pris de 1928 jusqu'à... Non, je n'ai pas pris ça. Juste de 90 à aujourd'hui, il y a des gens, quand ils animent l'opposition, vous êtes tranquille. C'est eux qui sont à la mouvance là aujourd'hui. Vous voulez parler du PRD? Le PRD et la personnalité du président Bruno Amoussou. Ah oui, puisque c'est lui qui organise les grands regroupements. C'est la référence. Il n'y a pas deux personnes. Et il arrive à obtenir des résultats avec les grands regroupements. Ça dit que vous le dites aujourd'hui que l'opposition manque de leadership? Il manque de leadership. L'opposition manque de leadership. Et puis il y a des petites querelles intestinales. Mais il y a quand même de fortes personnalités politiques, comme l'ancien président Boni Yaïk, qu'on a connu à un moment donné, l'ancien président Soglo. Non, la personnalité politique réside dans le fait que, est-ce que celui-là est encore capable de donner quelque chose? Vous avez constaté, quand on parle de personnalité, lorsqu'il avait, en 2016, c'est pour la première fois, depuis 91, que le premier venu aux élections, soutenu ouvertement par le président sortant, n'a pas pu réunir 30%. C'est une réalité. C'est pour la première fois. Quand on analyse ces résultats, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de l'autre côté. Même l'organisation, ça va prendre du temps. Moi, je leur souhaite, peut-être, hein, ça c'est mon avis personnel, de vraiment faire le tri et de commencer par se retrouver et compter sur peut-être les élections de 2023, avoir des députés à l'Assemblée, des élections de 2026, avoir des députés, avoir des maires et progressivement conquérir le pouvoir. Mais lorsque c'est peut-être dans des organisations où vous voyez des gens qui vont sur des chaînes pour proférer peut-être des menaces ou qui mentent même pour dire un certain nombre de choses, des aberrations. Vous en avez oui, non, je ne veux pas donner le nom de quelqu'un, mais ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Non, ce n'est pas ça l'animation de l'opposition. L'opposition s'anime. Les gens ne veulent pas le sacrifice. Mais est-ce que l'opposition ces dernières années n'a pas été aussi trop déstabilisée par le régime en place? Oui, mais ce qui a manqué, c'est la transition. C'est la stratégie de transition. Ils n'ont pas pu faire la transition que les autres ont fait. Si je prends la mouvance aujourd'hui, la mouvance est pertinemment consciente que ce qui se faisait, où il y a un concours, le député reste dans son salon, il prend son téléphone, il appelle le ministre peut-être, et puis les gens passent. Il y a certains qui ne passent, mais pas. Vraiment de la rupture. Aujourd'hui, le député sait pertinemment, il est de la mouvance, mais il sait pertinemment que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'aller prendre des marchés et de ne pas les exécuter, ou de prendre l'argent pour aller faire des meetings, les messes de remerciement. Mais ils continuent de soutenir, parce qu'ils sont conscients qu'il faut cela pour le développement de notre nation. Donc, ils ont fait la transition. Mais les autres, ils sont restés un peu loin. Est-ce que c'est vrai, ils peuvent faire ça? Ils doutaient de ça. Est-ce qu'ils peuvent aller vraiment là-bas? Est-ce qu'ils peuvent... Mais les autres avancent. Vous avez vu comment on a organisé les élections législatives. Ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes. Après, c'est les élections... Est-ce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes? Est-ce que c'était réellement ça, ou il y avait une réelle politique d'exclusion? Bon, parce qu'on se rappelle encore que des partis n'ont pas pu avoir
Ne serait-ce que remplir les formalités, rien que pour des simples questions de formalités, des partis... Si ce n'est que les formalités, aujourd'hui, ils ont rempli les formalités. Les partis existent légalement aujourd'hui, avant les élections communales. Pourquoi n'avaient-ils pas participé à ces élections communales comme il fallait? C'est pour dire qu'ils n'étaient pas prêts. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas aussi prêts. Ils ne sont pas prêts. Vous voyez, la classe... Mais au sein de l'opposition aujourd'hui, c'est vrai certains disent qu'on aura un autre grand parti, d'autres pensent que l'opposition, ça irait certainement autour d'une certaine candidature. Je leur souhaite ce grand parti. Je leur souhaite ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, mettre sur pied encore? C'est possible, c'est possible. Et je leur souhaite ça vivement, qu'ils s'organisent. Mais s'ils ne peuvent pas s'organiser, tant mieux. La mouvance va continuer son chemin. Parce qu'on ne peut pas arrêter ce mouvement qui a commencé depuis 2016 avec ces réformes très courageuses. Très courageuses. Et vous voyez tout le pays en chantier, dans tous les domaines. Nous ne sommes pas à l'heure de bilan, mais vous allez constater que dans tous les secteurs visuels où vous voyez des choses, et même des secteurs factuels, invisibles. Donc, c'est dans tous les domaines qu'il y a des changements. Et il faut s'adapter à ça. C'est pourquoi je leur dis, quand je les rencontre, je leur dis, le peuple souverain, à chaque fois, vote ses lois et les adapte au contexte, à la circonstance, en tenant compte du passé, du présent et peut-être d'un futur proche. D'un futur proche, parce que le futur lointain peut les amener à modifier encore. Vous ne pouvez pas dire que la loi qui vous permet de gérer une élection de 10 000 personnes, que vous allez utiliser cette loi, par exemple, pour gérer une élection de 10 millions. C'est pas possible. Il faut l'adapter. Et cette adaptation, c'est inné, c'est l'humain. C'est l'homme. L'homme doit s'adapter à toute situation. Mais si vous ne voulez pas, les gens vous laissent sur les carreaux. Et c'est pourquoi il y a un homme politique qui dit souvent que ces politiciens qui ne veulent pas s'adapter, c'est des politiciens PDF. C'est des PDF. Ça, dans leur tête, c'est ficelé comme ça. C'est Benoît Moussou qui dans un vibrant discours lors des journées portes ouvertes de l'Union progressiste, il a dit, les gens doivent changer. Si vous ne voulez pas changer, les gens vont continuer le chemin. Donc vous trouvez qu'au sein de l'opposition aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette transformation? Il n'y a pas cette transformation et il n'y a pas cette acceptation de mutation. Ils veulent rester dans l'immobilisme politique. Ils veulent rester dans l'immobilisme politique. En 2020. Mais est-ce que les partis qui animent l'opposition ont-elles réellement eu le temps nécessaire de s'organiser? Mais le temps est le même pour tout le monde. Vu les invectives du pouvoir à un moment donné. Non, le temps c'est le même pour tout le monde. Nous avons le même temps pour préparer. Vous l'avez souligné tout à l'heure, que vous avez constaté qu'il y a des débats qui se font déjà au niveau de la mouvance. Ça s'anime beaucoup dans la mouvance, et puis au niveau de l'opposition, que vous avez constaté une certaine léthargie. Ça dort, ça dort un peu. Que ça dort. C'est ça l'organisation. Si les gens vous dépassent, quelle que soit votre vitesse, vous ne pouvez pas les rattraper. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un pays qui se développe et qui se dit démocratique sans l'opposition. C'est pourquoi nous, on leur souhaite de s'organiser. Nous, on l'avait fait. On a mené l'opposition contre Soglo, nous l'avons mené contre Yahi, mais nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Et il faut accepter dans la tête cette transition avant de continuer. Alors, par rapport... Oui, allez-y. Oui, je voulais aborder peut-être le parrainage, qui devait être normalement le débat là aujourd'hui. Parce que le parrainage, dans sa
mise en œuvre, il reste beaucoup de choses à préciser pour que ça ne soit pas un parrainage chrysogène. Un parrainage chrysogène. Il y a beaucoup de choses. Comment ça va se faire? À quelle date? Quelle est la date limite? Voilà que le débat n'est pas assez normalement, c'est précis. Ce débat-là qui devait être en train d'être fait. Le débat où on dit, on demande de rejeter le parrainage, non. C'est un débat gauche. Donc les élus doivent prendre les décisions de façon autonome. Nous avons accepté ça là, voilà. Puisque chaque peuple accepte ses lois. Et qui vote les lois? C'est les députés. Les députés ont voté une loi et la loi doit s'appliquer à tout le monde. C'est là, nous sommes là maintenant. Maintenant, comment ça va s'appliquer, la mise en œuvre? Parce que l'interprétation diffère, même au sein de la mouvance, l'interprétation... Non, au sein de la mouvance, le débat se mène aussi. Et ils vont trouver peut-être une loi de mise en œuvre, une loi qui explique comment ça va se passer. Quand est-ce que... Alors, comment vous voyez, comment cela peut rapidement... Pour cadrer, non, pour cadrer, précis, voilà. Si on ne cadre pas, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Alors, comment cadrer alors? Parce que je vais vous donner un exemple. J'ai donné un exemple de cette partie politique qui a des trucs là. Si, par exemple, on laisse les députés, les maires, parrainer n'importe quel candidat de leur choix, il peut y arriver qu'on soit bloqué. Parce que si le candidat ayant réuni plus de parrainage trouve un nombre moins de 16, on fera quoi? Parce qu'on a dit que c'est 10%. Si on les laisse n'importe comment, est-ce qu'on ne va pas tomber dans un vide juridique? C'est un problème. Ça veut dire que les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée, ils doivent canaliser. On doit les canaliser pour que, comme on avait déjà dit 10%, ce qui se cache derrière ces 10%, c'est d'avoir au plus 10 partis. C'est ça. C'est d'avoir au plus 10 candidats. C'est ça ce qui se cache. Mais si on veut vous bloquer, on peut susciter jusqu'à 12 candidats et émietter les parrainages et vous bloquer. Alors, je crois que c'est une parenthèse assez intéressante que vous ouvrez là, sur laquelle nous allons certainement... Et les gens qui doivent parrainer, à quel moment? Est-ce que le parrainage, c'est dédié au maire? Je prends le cas de maire, mais en tant que personne morale, ou c'est maire en tant que personne physique? Tous ces débats, c'est ça qui devait être mené normalement actuellement. Monsieur Nassirou Kapo, acteur politique, analyste politique, nous allons revenir certainement à d'autres occasions sur ce plateau pour continuer le débat, surtout sur la présidentielle, les différents aspects, et également sur le parrainage. C'est la fin de cet entretien. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Rapidement, juste un mot en guise de conclusion, surtout à l'endroit des acteurs politiques. Oui, pour les acteurs politiques, je les appelle à une conscience collective pour que en 2021 on dise que le Bénin est devenu un pays moderne, un pays de référence en matière de démocratie en Afrique. Nous avons opté pour ce parrainage, d'autres ont opté pour d'autres formes de parrainage, mais pour le moment, essayons ça et évoluons après. Voilà. Merci Nassirou Kapo de l'Union membre fondateur de l'Union progressiste, acteur et analyste politique. Vous l'avez entendu sur les tractations au sein de la classe politique à 8 mois de l'élection présidentielle. Il s'est également prononcé sur le parrainage et pour lui, il faut recadrer, repréciser un peu les choses. Nous refrénons sur ces débats dans d'autres numéros du décryptage, pourquoi pas sur d'autres plateaux, sur Eden Télévision. Merci à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.